Bienvenue à Bab El Oued. Good morning Bab El Oued. Quand on parle de Bab El Oued, on doit parler des trois horloges. Suis-moi. SOS Bab El Oued. Et au départ, pourquoi cette culture? C'était des repères. Tu sais, en 90, quand on voyait des jeunes circuler avec des drapeaux iraniens, saoudiens et tout, ça nous touchait. C'est un petit peu par rapport aux repères. On n'est pas kabyle, arabe, on essaie de dépasser ça. C'est tout ça. C'est tout ça qui fait l'Algérie. C'est tout ça qui fait l'Algérie. Mais attends, il y a ceux qui utilisent le berbérisme comme fond de commerce, ils utilisent l'islam comme fond de commerce, ils utilisent la démocratie aussi comme fond de commerce. On veut dépasser tout ça. On est Algérien. Et quand vous êtes arrivé, c'était encore une situation où... Très confuse. Où c'était quoi? Il y avait encore des meurtres, il y avait encore des attentats. En 97, oui, c'était ça. Les gens, à l'époque, avaient peur. Je l'ai dit la dernière fois. Il y avait une prise de conscience chez les gens. Ils avaient compris qu'en fait, tout le travail qui s'est fait par les partis islamistes, par les réseaux islamistes, n'était pas... le but n'était pas la religion en elle-même, c'était politique. C'était trop tard, ils étaient gagnés par la peur, certains étaient même mouillés, ils avaient travaillé avec... ils faisaient partie de ce réseau. Mais pour se retirer, c'était très difficile. C'était pas de le faire, ils nous le disaient. La population avait peur, surtout les mamans. Les mamans avaient peur pour leurs enfants. Pour les garçons, dès qu'il atteint l'âge de 18 ans, c'était pour elle catastrophique. S'il a été manipulé dès son jeune âge, donc à 18 ans, il va rejoindre le maquis. C'est tout ça qui nous a aidés, donc cette prise de conscience. On a senti une certaine implosion. Donc nous, on s'est organisé de façon à ce que les gens puissent dire haut et fort, stop. C'est pas ça, ce n'est pas ça nos aspirations. Alors est-ce qu'il y a eu un moment clé où vous avez percé? Ben oui, de façon en 97. D'une façon publique, c'était en 1997. Là, on est sorti carrément par l'organisation des concerts de musique. On a commencé par les activités justement interdites pendant des années par les réseaux islamistes. Et là, les gens sont venus. Les gens sont venus. Ben oui, c'est ça qui nous a encouragés. Toujours à Bab El Oued, voilà la presse algérienne. Il y a des journaux arabophones, des journaux francophones. Arabophones, elle est une grande audience pour le journal arabophone, le journal francophone pour les francophones. Il y a toute une variété de journaux. Des journaux indépendants, secteur public et secteur privé. Si vous voulez qu'on aille à la maison de la presse, oui. Ok. El Khabar, c'est le premier tirage. C'est le premier tirage. Il y a beaucoup de gens qui avec lisent. 500 000 exemplaires jour. 500 000 exemplaires. C'est aussi un journal arabophone, bien sûr. Et donc, c'est pratiquement aussi 50% du tirage national. Ce qui explique un peu son influence et son poids. Je veux Et dire. c'est un journal indépendant? Totalement indépendant. Ce journal appartient à 18 associés qui étaient en fait journalistes dans la presse publique. Et lorsque donc, le statut a changé en 1991, il y a eu une nouvelle loi qui a permis donc la création de quotidiens de statut privé.
Donc, c'est comme ça que le Khabar est né le 1er novembre 1990. Alors, l'accès à l'information, c'est le gros problème pour les journalistes algériens. C'est-à-dire, il faut vraiment se battre tous les jours pour obtenir une information Fiable. non, fiable, je ne dirais pas très importante. Enfin, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, de la sécurité sociale, du bâtiment. Bon, je peux appeler l'attaché de presse et il doit me donner l'information. La rétention d'information, c'est la règle. Donner de l'information, c'est l'exception. Pratiquement, nous avons, disons 70% des titres sont là. Sont dans cette enceinte. Cette enceinte qui était une ancienne caserne, qui est devenue ensuite le siège du ministère de l'Enseignement supérieur et ensuite donc qui est devenue la maison de la presse du temps du terrorisme. Donc il fallait impérativement sécuriser un peu. Nous avons déjà payé un lourd tribut. Y compris El Khabar. Nous avons le rédacteur en chef qui a été assassiné en 1995. Omar Ouattila a été assassiné en 1995, juste à côté de la maison de la presse, à 2 pas d'ici, à Bellecour. Donc là aussi, nous avons... tout le monde a payé le prix. Pas la presse, tout le monde. L'Algérie a payé le prix. Tout à fait. Nous tirons 130 000 exemplaires par jour. Et quelle est votre ligne éditoriale, en gros? Mais écoutez, c'est d'informer, d'abord, c'est d'informer nos lecteurs sur ce qui se passe dans notre pays. Donc s'ouvrir un peu sur l'ensemble des sensibilités du pays, puisque, comme vous le savez, les médias publics lourds, la télévision, la radio, les forces politiques, notamment les forces démocratiques, sont censurées, sont absentes du débat public. Et puis également en faire, si vous voulez, un instrument pour la démocratie, pour la défense des libertés. D'accord. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans ce travail? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors, brièvement, lesquelles? Écoutez, il y a quelques années, on était entre le marteau et l'enclume, puisque, comme vous le savez, il y a 70 journalistes qui ont été assassinés par des islamistes. Donc on était particulièrement menacés à cette époque-là. Et puis parallèlement, malheureusement à cela, il y avait la censure, le harcèlement judiciaire, la censure de l'État, la suspension de journalistes. Des journalistes qui ont été, y compris des journalistes de l'OTAN, ont été jetés en prison. Donc si vous voulez, c'est une période qui a été très très dure pour nous. Actuellement, avec le recul du terrorisme, nous ne pouvons pas dire que nous travaillons dans des conditions idéales pour que le métier de journaliste s'épanouisse et pour que le travail du journaliste, nous ne pensons pas que le journaliste soit respecté dans notre pays. Comment vous situeriez l'Algérie au niveau de la... C'est vrai qu'on parle beaucoup de nos difficultés avec les pouvoirs publics, on parle beaucoup de harcèlement judiciaire, mais lorsqu'on compare ce qui existe comme expression dans notre pays par rapport à la Tunisie, il n'y a pas photo. Je ne sais pas le dire, il n'y a pas photo. Le Maroc est dans une autre posture, puisque maintenant il y a des journalistes qui se battent, il y a une meilleure expression au Maroc. Bon, il y a effectivement dans notre pays un champ d'expression, il y a une relative liberté de la presse. C'est cet espace que nous voulons préserver aujourd'hui. Nous nous battons pour préserver cet espace, et c'est cet espace que les pouvoirs publics veulent remettre en cause dans notre pays. Alors Yacine, c'est ton univers ici. Bah oui. Qu'est-ce que vous vendez alors? Montre un petit peu. Des télés, ça vous n'avez pas chez vous, ça. Je sais que ça n'existe pas en France. Ça on appelle ça des VCD. Ouais. Ça lie les CD pirates. Ouais. Tout ce qui est original, il ne marche pas ici. Tout ce qui est pirate, il marche. Ça c'est fabriqué en Chine, spécialement pour les pays en voie de développement, comme nous. Ben oui. Bah, comme vous voyez, on essaie. Et comment ça marche à Bab el Oued, ce commerce que tu tiens avec ton père, je crois? Ben ouais, avec mon père. Je suis son esclave. Il faut pas le dire. Hein. Comment ça marche? Ben ça marche, il faut... dans le temps, ça marchait bien. Mais avec
tout le tralala qui adore, là, les gens qui posent, qui font des tables d'or et tout, on n'arrive plus à travailler. Il faut bien aussi qu'ils vivent aussi. Si tu vas lui parler, il va te dire un proverbe qui dit Rizq ala Rabbi. C'est Dieu qui donne, c'est pas l'être humain. Toi, dès que tu dis ça, tu pourras plus parler. C'est que oui, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. moi, je préfère qu'ils font ça au lieu d'aller voler, là, agresser des gens. Là, c'est ça. Il faut. Alors, est-ce que tu as suivi des études ou comment? Oui, j'ai suivi des études. Tu es ici par choix ou par d'un côté, c'est par choix, mais d'un côté, c'est par devoir. Parce que, comme vous savez, même en Algérie, ceux qui ont étudié, ils n'arrivent à rien. Et moi, j'ai quitté l'école en 94. 94. Ouais. Et En plein, on va pas dire une guerre, hein, en plein délire. Il y avait une période aussi où les groupes armés ils ont envoyé des lettres aux écoles, incitant les profs à plus exercer leur métier, incitant les établissements à fermer et incitant les élèves à plus aller à l'école. Si on sortait le matin, on ne savait pas si on allait revenir ou pas. C'est comme une loterie. Il y a des choses à droite à gauche, mais c'est pas comme 92, 93, 84. Jusqu'à 97, c'était chaud. Hein. C'était très très chaud. Là, en 97, tu pouvais pas voir des gens comme ça. Hein. Par exemple, on est là, on travaille, on est ouvert. Fraction de seconde, tu entends les rideaux qui descendent. Qu'est-ce qui se passe? Un accrochage. On est obligé de fermer. 5 minutes après, c'est bon, ça y est, c'est fini. Hop. Okay. On a appris à vivre avec. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été tué. Ça risque pas que ça rechute. Même s'ils sont dans la merde totale, ça risque pas de... Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Je crois pas que ça va... Ici, c'est le cœur du quartier. La majorité des gens que tu vois ici, ils ne sont pas dans la légalité. Hein. C'est le marché informel. Ce qu'on appelle le marché informel. On va voir quelques jeunes. Ouais. Tous les marchands qui sont là. Ouais. Ça fait 48 ans que je suis ici à Babylone. Moi, je vends des casquettes. Et ça marche? Un petit peu. Ça dépend des jours. Des fois, je gagne 500, 600 dinars par jour. 5 euros. 5 euros. 5 euros, même pas. Il y a des jours, même pas 5 euros. Hein. Et vous avez toujours fait ce travail? Non. Qu'est-ce que vous faisiez avant de faire ce travail? Avant, je travaillais dans une société. Après, je me suis arrêté. Et je fais rien. Je suis en train de faire gagner ma vie comme ça. Et est-ce que vous avez essayé de chercher un travail dans une autre société? Bien sûr, c'est normal. On a essayé de chercher un travail et il n'y a pas. Et puisque avec mon âge, c'est très difficile pour trouver du travail. Parce que j'ai 48 ans. Alors pour l'instant, je cherche des jeunes. Moi, je suis un peu... Je rentre dans la vieillesse. Ouais. Voilà. Et vous? Pourquoi vous me filmiez comme ça? Vive Mouloudi Ashnawa. Lui, c'est un Mouloudien et c'est lui, là, c'est un... Ah, c'est les deux clubs concurrents? Ouais. Ah, d'accord. Pour Bab El Oued, le football, c'est important? Bien sûr, c'est très important ici, surtout en Algérie. Il y a le Mouloudia et il y a l'USMA. Mais c'est des clubs populaires. Surtout l'USMA d'Alger. C'est un club historique. Il a été créé en 1935. USMA, c'est l'Union sportive musulmane algéroise. À cause du monde, c'était le temps du colonialisme. Donc, du temps du colonialisme, ce club, c'était un club politique. Ah ouais. On peut le dire, c'est le club de la bataille d'Alger. Il s'appelle la bataille d'Alger. On a 65 martyrs au temps de la Révolution. C'est des ex-joueurs, etc. Des ex-joueurs qui sont morts pendant la guerre d'Algérie. Pendant la Révolution, ouais. D'accord. Pour la patrie.
On est champion. Champion d'Algérie? Champion d'Algérie. Le sport, c'est quand même. Ça rapproche les peuples. Par exemple, on voudrait bien avoir un Algérie-France au 5 juillet. Pourquoi pas Ici, en Algérie. au Stade de France? Pourquoi pas au Stade du 5 juillet? On est plus proche que la France que d'autres pays. C'est vrai, c'est très court pour venir. 1h30 de temps, on joue un match, 1h30, on est en France. On trouve absolument de tout ici. Il n'y aura plus rien. Ben voilà, c'est confirmé. Je viens de l'apprendre. Et ça fait vivre des milliers de familles. La majorité, ils vivent du marché. Le marché, ce qu'on appelle le marché informel. Et ça fait vivre le quartier. Les gens viennent de tous les quartiers d'Alger. Pourquoi c'est moins cher? C'est une bonne idée. Il faut aller voir le maire. Mais non. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une très bonne idée. Hein? C'est une bonne idée. Et vous êtes élu donc? Moi, je suis élu d'un parti socialiste, du FFS, le Front des Forces Socialistes. D'accord, c'est Aït Ahmed? Aït Ahmed, oui. Moi, je représente... Non, celui-là, c'est un ami. Celui-là, c'est un élu du parti islamique. Le marché informel est interdit. Bien sûr, avant le 1er juin. Le marché est interdit. Mais il est très difficile de le résorber. Alors on a pensé, bien sûr, pour le résoudre, d'essayer de construire des marchés dans d'autres endroits. On a trouvé c'est bien le parc communal. On va retransformer le parc communal en un marché et ainsi aussi transformer un parking de la wilaya en un marché. Par contre, pour ce qui est du 1er juin, c'est un plan de circulation à Alger. Bab el-Oued, c'est un quartier qui a été frappé il y a quelques années, en 2001 je crois, par une catastrophe. La capacité d'eau qu'on a reçue, qui est tombée dans un espace de 2 heures, est équivalent à une année pluviométrique. On a préféré bien sûr ériger des places publiques, des aires de jeu, que de construire. Et en se promenant dans le centre de Bab el-Oued, vous voyez que c'est mieux aéré qu'auparavant. C'est mieux aéré qu'auparavant. Même au niveau du front de mer, il y a toute une esplanade, une grande esplanade qui a été érigée. Et on pense encore, bien sûr, continuer ce travail, surtout sur les hauteurs. Le jour, quand ça a commencé, vous étiez chez vous? Bon, j'étais chez moi. Le jour à Dak, tu sais, on a un problème de l'eau. Ici, il y a toujours le problème de l'eau. On attendait notre tour pour prendre de l'eau. Ouais. Eh ben, j'ai écouté des gens qui paniquaient. D'ailleurs, mais je ne savais pas qu'il y avait... Quand j'ai sorti, c'était déjà 2 mètres de haut. Je ne peux plus sortir de l'immeuble. Et je n'avais pas le choix. J'avais l'enfant Ada, il avait à l'époque 5 ans, comme cela. Eh ben, il y avait un balcon qui donne sur une autre ruelle. J'ai sauté, j'ai descendu ma femme, mon enfant, j'ai pris quelques trucs avec des bijoux, des choses de valeur. Parce que grand chose, je ne peux pas les prendre. On est sorti. Et on attendait le matin qui monte. Il y avait l'eau tout le temps qui monte. En bas, il y avait des gens qui venaient morts, flottant sur l'eau, gonflés comme ça. Des enfants, des grands bonhommes, des femmes, jusqu'à 6 h du matin. Il n'y avait pas ni policier, ni personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous soutenir, rien. Jusqu'au matin. Avec les moyens, on est sorti, on a pris notre place, j'ai monté chez ma mère, j'ai laissé. On m'a dit il faut que tu descends parce qu'il y avait le vol, ça commençait déjà de voler. Tout ce qui est de valeur, ils les prennent, ils volent, c'est des criminels. On était obligés. Si on n'est pas revenu sur l'école ADEC, ils ne vont pas nous prendre en charge. Ils vont dire ça y est, il est chez sa mère, c'est bon, il est casé. Il fallait que je fasse un chantage comme ça. Alors j'ai entré à l'école. Je reste ici. La police est venue. Vous sortez, je ne sors pas. Je ne sais pas où aller. On est resté des jours. Il y avait l'épidémie. Il est venu, le bonhomme. L'épidémie, les diarrhées, les enfants qui étaient malades.
Ben, ils ont venu, il y avait des gens qui ont venu ramener des médicaments, des choses de première nécessité, le lait pour des enfants. Est-ce que vous avez été aidé par d'autres habitants de Bab el-Oued? Oui, des habitants comme nous, ils ramenaient tout ce qu'ils pouvaient, des couvertures, des tricots, des pantalons. Il y avait une bonne solidarité, mais pas par le... on n'a pas été pris en charge par le gouvernement. Les 3 premiers jours, c'est des dons qui venaient des citoyens Msaken. Il vient, il fait une marmite chez lui, bon, il vient de manger, je ne peux pas manger. Il y a des gens qui n'ont pas mangé, il prend un petit peu et il dit voilà, c'est ma gamelle personnelle, tu manges avec moi. Et il y avait en même temps des gens, pas algériens, je crois, des Allemands, des Suisses. Ils venaient ramener des médicaments, le lait, ça dépend. Qui habitait une trentaine de familles, un grand immeuble qui a été touché. Vous voyez maintenant, 4 ans plus tard, aucune trace. L'État a fait de son mieux pour régler en hommage aux gens qui sont morts, une placette publique. Je pense qu'ils auraient dû faire autre chose pour que ce soit utile pour la population. Je ne sais pas moi. Maison de jeunes, on a un problème de structure à Bab el-Oued. Vous voyez là, c'était des immeubles habités par 1500 personnes. Tout le monde a été relogé, un peu partout. Mais loin de Bab el-Oued? Loin de Bab el-Oued. Ce qui est un petit peu navrant pour les jeunes qui sont nés ici. Ils ont des attaches ici. Ils ont des attaches. Ils reviennent tout le temps, ils reviennent tous les jours. Ils reviennent, ils ne peuvent pas, c'est leur quartier, c'est leur repère et tout. J'ai presque 5 ans que je suis parti d'ici, mais je suis toujours à Bab el-Oued, je viens toujours parce que je ne peux pas la laisser, parce que je suis né ici, tous mes copains sont ici. Je ne peux pas la laisser parce que c'est mon quartier. Pourquoi tu rêves d'aller en France alors, si tu ne peux pas laisser Bab el-Oued? Je rêve de partir en France parce que j'ai des projets pour la France. Je ne pars pas moi comme des jeunes comme ça. Ils veulent partir dans des bateaux, risquer leur vie pour la France. Les clandestins, je ne vais pas aller comme ça. Moi, je vais aller avec mes papiers. Moi, j'ai ma femme qui est là-bas. Je vais attendre que ma situation soit bien et je vais partir. Parce que dans ce bled-là, tu ne peux pas vivre. Tu n'es pas à l'aise dans ton pays, tu n'es pas à l'aise. Mais là-bas en France, ils te laissent tranquille. Il n'y a pas des gens qui te dérangent. C'est ce que tu crois? Mais c'est pas comme ici. Et c'est trop. Donc tu nous amènes dans ta nouvelle maison? Oui, je vais vous emmener dans ma nouvelle maison. Tu viens tous les jours à Bab el-Oued alors? Oui, je viens toujours. Ça, c'est un garçon qui veut traverser ce mur pour rentrer. Pour rentrer au port, pour y aller, pour partir en bateau. Il veut aller en France? Il veut aller en France. Ça dépend. En France, en Italie, le bateau qu'il trouve et s'engage. Tu vois, il n'a pas pu. Depuis le séisme, ils sont ici. Ils ne les ont pas amenés à des appartements convenables. Ils les ont laissés ici. Mon appartement, c'est ici où je travaille. C'est de Bab el-Oued à là. Le désert, tu vois. Moi, j'habite là-bas. Et c'est ça. Il n'y a rien, tu vois. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Il n'y a que les arbres et le gazon. Rien que ça. Tu vois, ça c'est ma maison. Ça c'est le salon. Et tu vois, c'est fissures, c'est murs. C'est le séisme qui a fait ça. Et nous, on reconstruit dans notre poche. Ils en mettent des sachets
avec des plâtres, tu vois, pour boucher les trous. Ils finissent pas leur travail. Ils finissent pas leur travail. C'est tout. L'appartement, vous louez ou vous achetez? Non, c'est pas. Ah, c'est à louer, c'est à l'OPJ. L'office HLM. Voilà. Vous êtes combien dans cet appartement? On est 8 personnes. 8 personnes. 4 filles et ma mère dorment à la pièce Lieka. Et moi, mon petit frère, on dort ici. De toute façon, on va y changer. Chez moi. Vous trouvez normal que ce soit les Chinois qui construisent des immeubles pour les Algériens? Je trouve pas que c'est normal. Parce que c'est nous qui sommes prioritaires. Pourquoi ils ne donnent pas nous le travail? Moi, si j'ai un travail comme un Chinois, je travaillerai. Pourquoi je ne travaillerai pas? Et un Chinois, mets-toi dans la tête, il est venu ici pour travailler de la Chine à ici. Dis-toi qu'il est bien payé. Sinon, il ne vient pas, il reste chez lui. Il y a beaucoup de monde à Alger Centre. Il y a beaucoup de monde. Avant, c'était pas comme ça. C'est-à-dire 5 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup de gens. C'est-à-dire, il n'y avait pas cette densité de population en centre Alger. Et pourquoi il y a tant de monde? Il y a le chômage qui augmente. Parce que le banlieue, la construction, il n'y a que des cités. Bon, il faut améliorer, par exemple, le Zoual, par exemple, le Draria, c'est des villes, ces nouvelles villes, il faut les améliorer pour faire des villes, c'est-à-dire pour que les gens restent... Que les gens s'en aillent d'ici et aillent là-bas. Oui. Pour que les gens qui habitent là-bas restent là-bas. Ils ne reviennent pas ici. La superficie de Bab Loued est insignifiante. 1 km 200 pour 100 000 habitants. Pratiquement, on n'a pas d'assiette pour ériger ou pour, bien sûr, construire un édifice quelconque. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et pour récupérer les assiettes, c'est notre souhait et de dédensifier bien sûr le Bab Loued, la ramener à un seuil au moins, plus ou moins raisonnable, quoiqu'elle va perdre son cachet de quartier populaire par la suite, bien sûr. Mais c'est une nécessité. Vous êtes combien de personnes à habiter cet appartement? Eh bien, on est 3 familles, 9 personnes. 9 personnes. 10. 10 personnes. Avec les neveux et la nièce. D'accord. Et il y a quelle surface à peu près dans ce... 104 mètres carrés. 104 mètres carrés. Oui. Et comment ça se passe? Eh ben, très bien. Ouais. On aimerait bien habiter à notre logement pour être plus à l'aise, voilà. C'est difficile de trouver un logement? Oui, c'est très difficile parce que c'est vraiment cher. Entre 15 000 et 20 000. 15 000 et 20 000 dinars par mois. À Bab Loued, un loyer, c'est le même montant que le salaire. Plus. C'est un peu plus. Et comment les gens font pour payer? C'est pas le même système qu'en France. Parce qu'en France, la majorité sont des locataires. Chez nous, c'est pas pareil. En premier lieu, mon grand-père a acheté l'appartement à un Français. Après, on a dû payer un organisme qui s'occupait de l'immobilier en Algérie. On a dû payer avec des petites tranches. Mais pourquoi 2 fois? Parce qu'avant, c'était pas officiel, c'était pas vraiment officiel. Parce que quand les Français sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont cassé les portes, ils sont rentrés dans les maisons. Tout le monde n'a pas acheté sa maison. Donc tout le monde a dû payer après. Tu trouves beaucoup de gens, elle a des diplômes, mais elle ne travaille pas. Des ingénieurs d'État, bzaf. Des médecins. Des médecins. Des médecins. ما كانش espoir, ما كانش avenir, ما il y a rien, ما كان والو. Bon, tu travailles pour manger, pour s'habiller ou تحبس الماء, c'est tout. Rentrer, faire une petite formation, la budgéterie. J'ai travaillé 10 ans.
9 ans, 10 ans. J'ai rien fait. Les débutants, 120 000 euros, 1200 dinars. C'est quoi 1200 dinars? Pendant 2 ans. 1200 dinars par mois. Par mois. Oui, pendant 2 ans. C'est pas normal. Tu peux pas. Après, tu faire un secte désespéré, tu vas désespérer, tu peux pas travailler. Tu peux pas. Donc tu as arrêté. C'est normal, j'ai arrêté. Tu as arrêté. J'ai arrêté, je peux pas. Et qu'est-ce que tu fais alors Maintenant? Ouais. À la maison, à la cuisine. À la maison, à Geneva, à la maison. Mon père tous les jours. Mais qu'est-ce que tu fais, mon père, c'est un cabé? Qu'est-ce que tu fais, Gda? Je peux rien faire, Anna. Il y a 2 ans, j'ai fait une formation à Oran. Où? À Oran. Navigateur. Je venais ici pour avoir une promesse d'embarquement. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Attends, tu es un peu jeune, je ne peux pas maintenant. Alors, pour travailler, il faut que ton oncle, un ministre, ou ton papa, quelque chose, pour travailler. Si tu as rien, tu ne travailles pas. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit ramène-moi 18 millions, je te ramène une promesse d'embarquement. 18 millions. Moi je mange le grand TK, je te ramène 18 millions. Je le 18, t'as bien allé. Promesse d'embarquement. Comment ça? Mais c'est pas normal. C'est incroyable. La seule solution, c'est de partir, c'est ça? C'est normal. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous soyez à l'aise? Faire un peu de... Pour qu'on soit à l'aise. L'argent et revenir en Algérie. D'après vous, il faudrait faire quoi? Des réformes? Il faut changer les choses. Ils peuvent changer, mais ils ne veulent pas. Ils veulent que le pays reste comme ça. La solution de le pays, il a quelque chose. Augmenter le salaire des gens. وينقصوا في لي بري تاع السلعه تاع القش الماكله قرعه تكون اللي قرعه سي با نورمال. Moi, je suis éducatrice spécialisée, spécialement avec les délinquants. Je travaille avec les délinquants. Et je travaille aussi avec notre association pour aider un petit peu les enfants de Bablouane, bien sûr. Donc vous faites ça en plus de votre travail? En plus de mon travail, bien sûr. Remarquez dans les discussions beaucoup de désespoir par rapport, surtout chez les garçons, par rapport à la possibilité de faire quelque chose en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout dépend. Bon, il ne faut pas oublier aussi que la jeunesse elle est un petit peu influencée par ce qu'ils voient un petit peu outre-mer, alors c'est normal. Par la télé? Par la télé, un tout petit peu, ils veulent accéder à des choses un petit peu quand même impossibles. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours étudier. Si on doit faire quelque chose dans la vie, il faut faire des études, il faut penser aux études. Et la jeunesse a tendance, un petit peu comme partout, hein, que ce soit en France ou ailleurs, ils ont tendance à oublier les études. Ils pensent à tout ce qui est argent, tout ce qui est business et c'est tout. Et nous, on essaiera justement, tout ce qu'on veut, c'est notre volonté, c'est un petit peu d'enlever cette idée aux jeunes qui pensent avant tout à leurs études. C'est avec les études qu'on pourra accéder à tout ce qu'on veut plus tard. Je m'appelle Sivdin. Ma profession, c'est informaticien. Je suis informaticien de profession. J'ai un diplôme de technicien supérieur en informatique. Voilà, j'ai ouvert un cyber. Avant d'ouvrir ce cyber, vous étiez salarié dans une entreprise? Oui, dans le secteur financier, j'étais dans une banque. Et vous avez ouvert quand? Ça fait presque 4 ans. Voilà, en 2001. Et comment vous avez fait pour trouver les financements, le local, acheter le matériel, tout ça? Comment ça s'est passé? À travers l'aide à l'emploi de jeunes, l'ANSEJ, j'ai fait un dossier, on m'a octroyé un crédit. Et j'ai commencé l'aventure, si on peut dire. Et cette aide à l'emploi des jeunes, c'est une aide de l'État? Oui. Ça nous aide à faire des micro-entreprises, des petits projets. Et vous gagnez votre vie convenablement avec cette activité? Oui. Ouais. Vous avez des salariés? Oui. Deux. Ouais. Donc vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure finalement? De 8h du matin à 3h du matin. Et 7 jours sur 7? Ouais.
Ça vous arrive de dormir? Hier j'ai dormi ici, donc j'ai une femme, j'ai une petite enfant et je suis pas allé à dormir avec eux, donc il fallait que je dorme ici. Internet c'est une ouverture, si on veut dire. Voilà. Ceux qui viennent pour travailler réellement, ils sont pas... Il y en a peu, disons. C'est surtout les universitaires, pour faire des recherches. Le reste c'est pour discussion, pour jouer. Vous pensez qu'en Algérie, les choses s'améliorent en ce moment pour les jeunes en particulier? Bah oui, oui. Sauf que les dernières années, on a eu un peu de mal, mais la dizaine noire, comme on dit ici, dizaine noire. Donc, mais actuellement, ça va très bien. On a créé des petites entreprises. On a encouragé le travail des femmes. On a ouvert 4 centres de couture. Ça, c'est le premier. Hein? Suivez-moi. Salam alaikum. C'est la gérante. Bonjour madame. Et avant de s'installer dans cet atelier, vous faisiez déjà ce travail autre part? Oui. Où? Avant, je travaillais chez moi. Ensuite, j'avais loué un petit local. Et par la suite, j'ai bénéficié de ce projet. Monsieur Nasser nous a acheté des machines, on nous a payé le local et on travaille. Et vous êtes combien de dames à travailler dans ce local, dans cet atelier? On est 3. 3 femmes à faire tous ces costumes? Oui, le sur-mesure. Ouais. Donc il y a des gens, il y a des clients qui viennent? Il y a des clientes qui viennent, elles sont satisfaites du travail qu'on fait. Bon, ça c'est la robe orangaise. C'est ce qu'on appelle le caracou, avec le pantalon algérois. Vous habitez Bab el Oued? Oui. Je suis une fille je suis née à la Casbah et j'habite Bab el Oued. D'ailleurs, c'est le quartier que j'adore. Le fait que vous travaillez, c'est quelque chose, que vous gagnez votre vie, c'est quelque chose qui est bien considéré C'est normal, on dépend de personne. Même en étant marié, on dépend de personne. Je ne dépends pas de mon mari. Vous êtes indépendant? Bah oui. Ouais. Tout à l'heure, on était avec un monsieur qui nous a dit oh, moi je veux pas que ma femme travaille. Si elle veut, quand je serai mort, elle travaillera si elle veut. C'est des idées rétrogrades. Heureusement que tous les Algériens ne sont pas comme ça. Maintenant, le temps a changé. Ouais. Toutes les femmes travaillent en général. C'est vraiment la minorité qui pense comme ça. Chez les hommes ou chez les femmes? Chez les hommes. Chez les hommes. Ouais. Vous pensez que c'est une minorité des hommes? Oui. La majorité des hommes pensent que les femmes doivent travailler? Exactement, avec la cherté de la vie. Ouais. C'est un besoin économique. Exactement. Ouais. Je travaille, je suis cadre en sein du ministère de la Jeunesse et du Sport depuis 97. En 88, la Révolution? 88, j'avais 20 ans. 88, j'avais 20 ans. C'était jeune, je suis l'enfant de Babylone. J'ai fait, je me souviens, on était dans la classe, dans un cours de sciences politiques. La maîtresse nous a déclaré que l'Algérie va reconnaître une nouveauté au sein de multipartisme. Moi, j'étais contre. Pourquoi le multipartisme? On est bien comme ça, on ne voulait pas de multipartisme. On voulait que la vie, ça sera meilleur. On voulait que les gens travaillent. On voulait que on n'était pas pour le multipartisme. D'ailleurs, qu'est-ce que nous a ramené le multipartisme? C'est la divergence entre les gens. L'islam, il peut régner. C'est pas régner, ça veut dire imposer. Régner, contribuer en bien pour l'humanité. Rayonner. Rayonner en bien pour l'humanité, apporter quelque chose de bien en humanité. Nous, en islam, les gens sont tous égaux. On adore un seul Dieu, qui est le souverain, qui a créé la terre, qui a créé les gens, tous sont égaux à l'islam. Il n'y a pas de divergence entre X ou Y, entre femmes,
La femme nous dit que la femme en islam, comme c'est un noyau précieux, c'est comme une fleur qu'on doit la conserver pour qu'elle reste toujours bien. D'accord. Alors si les gens les touchent à chaque fois, ils touchent ça devient. Elle se fan. Voilà. Mais les femmes, elles disent qu'elles veulent, beaucoup de femmes disent qu'elles veulent fleur ou pas, elles veulent, en tant qu'être humain, elles veulent avoir les mêmes droits, pouvoir travailler. La femme et l'homme, normalement, il y a une relation de complémentarité. Il y a un verset coranique, ils disent, obligent les hommes, il y a des gens qui disent oh ouais c'est la force. Non, c'est pas la force, c'est la présence. L'homme il doit être présent près de la femme pour la nourrir, c'est obligatoirement pour lui, c'est à lui de la nourrir, de la... Et si la femme veut se nourrir elle-même et travailler pour si elle veut travailler, je crois moi, ce que je connais, que l'islam il tolère le travail de la femme, c'est dans le cas du besoin. On peut aussi comprendre qu'une femme veuille travailler tout simplement parce que elle veut aussi être indépendante, avoir les moyens de son autonomie. Ça, c'est... Aujourd'hui, dans le monde moderne. Oui, bon, c'est à l'islam, à la société islamique, d'être moderne et en même temps conserver ces valeurs qui sont très précieuses. Il y a des gens qui sont cachés derrière l'intégrisme, derrière l'islam. Il y a des intégrés musulmans, il y a des intégrés juifs, il y a des intégrés chrétiens. Quand vous voyez à Al Jazeera ou Al Arabiya ou d'autres télévisions, Ben Laden qui parle au nom des musulmans. Bon, s'il existe, bon, moi, ce que qui m'a enseigné mon père, ce que je connais en islam, l'islam ne doit pas être violent. On ne doit pas être violent de cette phase, de cette manière de tuer des gens innocents, de tuer. L'islam, la violence, tolère que le self-défense. Les musulmans ressentent qu'il y a une agression. Que pensez-vous de l'action de l'association SOS Culture? Son action, il est typiquement culturel, c'est bien, pour amener quelque chose de plus pour les jeunes, c'est bien. Mais là, on parle de la culture, on a notre culture aussi, on doit la conserver. La culture musulmane. Ouais. On est là, on répète chaque semaine, chaque fin de semaine, on répète et c'est tout. C'est-à-dire, c'est tout. On n'est pas une association. Et vous donnez des spectacles? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, à travers au nom de SOS Culture. L'andalou, c'est les vieux qui l'écoutent, et le chabi, c'est les jeunes et les vieux. Parce que c'est la musique chabi, c'est le dérivé de l'andalou. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des gens qui sont là, qui veulent apprendre. Et un jour, on s'est rencontré avec Rachid Abdelnour. Moi, je voulais apprendre l'andalou et le chabi, donc il m'a permis de venir. Après les événements qui sont passés en Algérie, après le terrorisme, je me suis arrêté pendant 12 ans. Parce qu'il y avait on ne pouvait pas chanter. C'était compliqué de chanter. On ne pouvait pas chanter, les gens mouraient, les gens... Là, on ne pouvait pas chanter. Bon, j'ai repris. J'ai un peu oublié. J'avais un peu oublié ce que j'ai appris. Bon, je me suis recyclé au conservatoire. J'ai été voir le professeur. Bon, je suis resté avec lui 7 mois. J'ai un peu repris mes esprits. Et j'ai continué. J'ai continué pour... j'ai voulu bien faire apprendre ce que j'ai appris, moi,
à ces gens ou à d'autres pour que notre patrimoine dure. Parce que cette musique andalouse, elle a été apprise de bouche à oreille. Elle n'a pas été écrite. Avant, par exemple, l'orchestre que vous avez vu, avant, ils travaillaient pratiquement tout l'été, hein, parce que la tradition, c'était les terrasses. On ramène un orchestre comme ça, on fait manger les gens, et puis après manger, on leur fait écouter l'orchestre jusqu'à 2-3 heures du matin. Maintenant, ça commence, c'est dommage, ça commence un peu à se perdre. Les gens commencent plutôt à louer une salle. Non, mais soyons sérieux, c'est vrai que maintenant c'est un problème économique, parce que quand on fait une fête, non, mais écoute, attends, quand on fait une fête à la maison, sur une terrasse, il faut qu'on fasse manger tout le monde sans exception, hommes et femmes. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a des familles qui peuvent égorger 4-5 moutons, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Mais tu plaisantes ou là? Un mouton, non, je t'en prie. Ça coûte 7 à 8 briques une salle maintenant pour louer juste la salle. Uniquement la salle. Si tu fais sur une terrasse, il y a l'orchestre, il y a les moutons, il y a le bœuf, c'est ce qu'on fait nous, hein. C'est le bœuf, et l'argent du bœuf. Et l'argent du bœuf. Là, vous avez un bel exemple de l'évolution de l'homme algérien, de la femme algérienne. L'homme algérien est resté attaché à la tradition. Les femmes, elles ne veulent plus de la corvée. Parce qu'avant, ça se passe comment? C'est les femmes qui préparent à manger, c'est les femmes qui organisent. Femmes à la cuisine. Maintenant, moi je marie ma fille, je loue une salle, j'ai des serveuses, je profite du mariage de ma fille. Avant, j'étais devant les fourneaux, j'étais au marché, donc je ne pouvais pas profiter. Ce qui va libérer la femme, c'est sa révolte, entre guillemets, c'est sa révolte intelligente. La femme, elle est d'abord conditionnée pour être épouse, pour être maman. Donc si les choses doivent changer, il faut d'abord qu'elles changent individuellement. C'est un peu l'homme qui apprend à la femme à se libérer. Mais comme l'homme, une situation, la liberté de la femme ne l'arrange pas, donc il préfère la maintenir dans cette condition. C'est-à-dire que moi, je parle en qualité de femme, en qualité d'Algérienne. Oui, tu défends la position, d'accord. Mais moi, je suis loin de... Je ne défends pas, j'expose une réalité. Le problème de l'homme algérien avec la femme algérienne, il lui vient de sa relation avec sa mère. Parce que le mâle chez nous, c'est sacré. Donc, quand la femme a un garçon, c'est la fête au village. C'est la fête au bled, au village. Donc, elle sait pertinemment que le pouvoir, c'est le garçon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle renforce ce pouvoir. Ce qui fait que pour le moment, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que tant que les mamans ne changent pas de comportement vis-à-vis de leurs fils, les femmes continueront à souffrir. À mon avis, le plus gros des problèmes, ils sont d'origine économique. Donc par nécessité, effectivement, l'homme est appelé à demander à sa femme d'aller travailler. Mais elle ne fera pas n'importe quel boulot. Par exemple, chez nous, l'idéal, c'est que la femme, ou elle est enseignante, c'est-à-dire tout ce qui touche un peu comme ça aux enfants, l'éducation. C'est une question aussi de commodité, parce qu'une enseignante est censée travailler moins, donc elle aura plus de temps à consacrer à son foyer. Je m'appelle Hanan, je suis membre dans l'association SOS Culture Bab El Oued. Mon travail ici, je suis bénévole. Je fais des cours, je donne des cours de mathématiques aux enfants. Moi personnellement, je suis une fille qui aime bien, par exemple, ne pas perdre du temps. Par exemple, au lieu de rester à l'université dans le gazon, je suis là pour donner des cours. Voilà. Être utile. Voilà, dans la société. C'est le vrai hasard qui m'est arrivé ici. J'avais une copine qui travaillait là. Elle m'a dit, on fait ça, ceci, cela, on donne des cours, on fait des sorties. Ça m'a plu. J'ai dit, pourquoi pas moi?
Alors je suis venue, ça m'a pas... J'ai pas eu de difficultés. Personnellement, je rêve de continuer des études en France, de terminer mes études, ensuite revenir en Algérie, faire enseignante à l'université algérienne. Voilà, c'est mon rêve. En français. Voilà, exactement. C'est mon rêve vraiment. Est-ce qu'il y a un problème de chômage des diplômés ici en Algérie? Oui, il y a un problème. Là, il faut être franche. Et vous avez peur de ça? Pas trop, puisque ma licence, ce que je prépare, la licence de littérature française, en principe, il y a un bon avenir. Bon, j'aime bien le travail. Voilà, pourquoi je fais des études? Pour travailler, pour donner. Voilà. J'aime bien. Donc vous envisagez tout à fait une vie de famille en travaillant? En travaillant, voilà. Ça sera plus utile à la société. Même pour moi, pour mes enfants, avoir une maman qui travaille, qui a un bon statut, ça fait plaisir. N'importe quel prix, moi je travaille. Voilà. Alors, vous aussi? Oui, essentiel que je travaille. On ne travaille pas dans notre pays. Dans ce cas-là, notre pays, alors, il reste toujours en bas. Voilà. Il faut améliorer les choses. Pour moi, je vois ça. Je veux travailler pour que je serai mieux qu'un garçon. Vous savez, pour changer de mentalité, il faut du temps. Rien ne se donne, que ce soit ici ou ailleurs, tout s'arrache. C'est-à-dire que maintenant, autant que femme algérienne, je ne peux pas revendiquer mes droits en disant voilà, j'ai plus droit à ceci. C'est un éternel combat en fait. On se bat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se laisser aller. Donc quand vous me dites le code de la famille, c'est vrai qu'il y a à faire, il y a beaucoup à faire. Alors, en quoi ils consistent ces amendements au code de la famille? C'est déjà que, par exemple, on est un pays musulman, donc l'homme a droit à 4 femmes. Et là, maintenant, avec les amendements, par exemple, il peut se marier avec l'accord de sa première femme. Donc, si elle refuse, il ne peut pas se remarier. Il y a ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Par exemple, au cas de divorce, s'il a des enfants, c'est la femme qui prend l'appartement. Chose qu'avant, ce n'était pas possible. Voilà, c'est-à-dire il y a eu quelques amendements, mais c'est pas un acquis, je veux dire. Il y a beaucoup à faire. On est par exemple, pour un réseau d'associations. Le terrain est vide en quelque sorte. Hein. Bon, c'est vrai que, parce que il faut dire que les discussions de salon, basta quoi. Je crois qu'il faut agir, c'est sur le terrain. Notre association algérienne de syndrome de Williams est la première au niveau arabe et africain. Bon, c'est grâce à nos amis français et belges qu'on a connu le syndrome, car personne en Algérie ne le connaissait. Bon, j'ai appris que mon fils, quand il est né, il avait plein de problèmes cardiaques, strabisme, hyperactif, il y avait tous les symptômes caractérisant le syndrome. Après avoir compris le syndrome, je me suis aidé moi-même sur le plan psychologique. C'est parce que, croyez-moi, que c'est pas facile d'accepter un enfant handicapé. Je me suis aidé moi-même, j'ai aidé ma femme sur le plan psychologique, j'ai aidé mon fils aussi. Et puis on a décidé de créer cette association pour éviter aux parents de passer par le chemin que j'ai passé moi-même. Car c'était vraiment un enfer. J'ai mal. J'ai pas accepté cette maladie. Voilà. J'ai pas accepté. Mon enfant, il est malade ou atteint du syndrome ou c'est un handicapé. J'ai pas accepté. Même avec le temps, j'ai pas accepté. Et actuellement, il y a combien de personnes qui... Il y a 76. L'un de ses objectifs est de construire une école. D'ailleurs, il y a les bailleurs de fonds qui nous soutiennent. Mais il nous manque l'assiette de terrain pour la construction. Moi, je suis comptable. Je fais 12 000 dinars par mois. Avec 10 ans d'expérience. Même il y a des licenciés chez nous, ils font 10 000 dinars. Donc, est-ce que
vous ayez un enfant pareil, par ses médicaments, pour sa nutrition. Il faut qu'il y ait une bonne nutrition déjà. Et sans transport. Il n'y a pas de prise en charge de l'État, des autorités, que ce soit local, que ce soit... Et alors, est-ce qu'il y a une aide financière? Non. Aucune. Bon, Non, l'aide il y a financière. une aide financière, c'est par 6 mois. Voilà, c'est l'aide pour les handicapés mentaux ou les handicapés psychomoteur, voilà, 3000 dinars, mais à chaque 6 mois. La psychologue de l'association, Mademoiselle Marouf, elle prend en charge les familles, voilà, avec l'enfant. C'est une thérapie familiale. Donc enfants et Enfants, les parents. D'accord. Je m'appelle Adel, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en 2e année de gestion à la faculté de Deli Barahim. Je suis un adhérent de l'association, je participe aux activités culturelles de l'association, j'aide, j'essaye d'aider du mieux que je peux. Par exemple? Eh ben, pour les activités avec les enfants, on organise des sorties, on fait tout ce que fait une association. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Mes projets professionnels, pour l'instant, je suis en train de faire des études. Et j'aimerais bien trouver du travail dans le domaine de la gestion, de la comptabilité. Mais ce qui serait le mieux, c'est de trouver un travail dans le milieu associatif parce que ça permet de découvrir des gens, ça permet d'être... ça permet un épanouissement de la personne beaucoup plus fort que d'être dans un autre milieu. Ici en Algérie, les études ça coûte pas des masses, c'est gratuit. En plus, on a une bourse. Chaque étudiant a droit à une bourse. Ben, c'est vrai que la vie n'est pas toujours facile ici. C'est vrai que le travail n'est pas vraiment disponible pour tout le monde. Et il y a une mentalité qui sévit chez nous, chez les jeunes, c'est qu'on cherche à avoir un travail sans une formation adéquate. Si par exemple on lui propose un travail à la chaîne, dans une usine ou quoi, il va refuser, il va préférer travailler dans un bureau. Mais c'est pas évident. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a du travail disponible pour tout le monde. Ça c'est sûr. Même je connais des étudiants qui ont fini leurs études, qui sont diplômés et tout, qui n'ont pas trouvé de travail. C'est vrai qu'il y a une certaine crise d'emploi dans notre pays. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a rien qui marche dans le système éducatif algérien. Même si en ce moment ça commence à bouger, il y a certaines réformes qui se font, mais je crois qu'on est encore loin du compte. Il y a beaucoup de lacunes à régler. Par exemple, pour ne citer que les universités, puisque je suis étudiant, au sein d'une université, toi, quand tu as ton bac, tu pars en université, tu t'attends à trouver un autre monde, un monde plus sérieux, où tu peux apprendre beaucoup plus de choses. Ben, c'est pas le cas. On dirait que quand on monte à l'université, on régresse, on retourne en arrière. Ben, parce que tu as des amphithéâtres qui sont bondés avec 2000, 2500 personnes, alors essaye de prendre tes cours avec 2000 personnes qui parlent tous en même temps. Même pour les salles de TD, les travaux dirigés, tu as jusqu'à 70-60 personnes dans une salle. Ben, c'est impossible de faire des travaux dirigés avec 70 personnes dans une salle. L'école de commerce, celle de Tafoura, eh ben, on avait des cours d'informatique sans ordinateur. Comment voulez-vous faire apprendre de l'informatique sans ordinateur? Apprendre les algorithmes, la programmation sur le papier, c'est impossible. Dans mon université, il n'y a que l'année dernière qu'on a eu droit à une bibliothèque. Et encore, elle n'est pas bien fournie en livres. C'est juste quelques livres. Ce sont des livres en français ou en arabe ou en anglais? Mais ça dépend des matières, mais généralement c'est des livres en français. Donc ça veut dire qu'il faut une bonne connaissance de l'arabe et du français. C'est indispensable. C'est indispensable. Et est-ce que tu as des copains ou des copines qui ont des difficultés à cause du problème de la langue? On ne peut pas parler de difficultés parce que c'est pas à cause de la langue. Parce que en général, quand tu es un étudiant, que tu arrives à ce niveau-là, en français déjà tu te débrouilles pas mal. Donc tu arrives à lire, même si tu t'exprimes pas très bien, mais en général tu arrives à lire un livre. Vous pouvez voir des filles en djilbab, en hijab, aussi bien que voir des filles en mini-jupe. Et vous pouvez voir les deux, l'une à côté de l'autre, c'est des copines. Donc c'est très complexe. Il
faudrait un psychanalyste pour... J'ai rien contre une femme qui travaille. Comment je vois les choses, je me vois bien comment voir les choses. J'aimerais avoir une vie parfaite, c'est ça, avec ma petite femme, mes enfants, une vie normale quoi. Comment tu vois une vie parfaite au niveau des relations? Au niveau des relations avec ma femme? Oui. Je sais pas moi, D'abord j'envisage de connaître ma femme avant de l'épouser, ça c'est sûr. Je pourrais pas épouser une femme que je connais pas. Donc si je la connais avant, donc cela voudrait dire qu'on aura des sentiments réciproques l'un envers l'autre, donc il faut qu'on se connaisse avant. Voilà. Pour la suite, je sais pas, c'est au pif. J'ai un point de vue différent de l'égalité par rapport aux Européens. Ouais, l'égalité pour moi c'est pas la même égalité que pour vous. Non, je sais pas, pour vous l'égalité c'est que la femme puisse faire les mêmes choses que l'homme. Non, moi je vois pas l'égalité comme ça. Je vois l'égalité plutôt que la femme doit faire des choses, mais elle ne doit pas, c'est assez difficile à expliquer, elle doit s'épanouir dans ses propres domaines, dans sa propre, elle doit choisir sa vie. C'est pas, je sais pas. Quand tu vois une femme policier par exemple, tu as rencontré des femmes policiers, il n'y a rien de plus au départ masculin que ce métier-là. Qu'est-ce que ça te... Comment tu réagis quand tu vois des femmes policiers ou des femmes conduire des bus Non, c'est normal. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On doit juste être tolérant, c'est tout. On doit tolérer l'autre. Est-ce que tu rêves d'aller en France, d'aller... Pour visiter la Tour Eiffel peut-être. Mais pas pour y vivre. Vous-même, vous êtes enseignante en langue française. En français. Oui. Vous enseignez à des enfants de quel âge à peu près 12 à 17 ans. Et qu'est-ce que vous sentez par rapport à leur investissement scolaire depuis quelques années? Comment les choses évoluent? Depuis l'instauration du nouveau programme, ça commence à aller mieux. C'est-à-dire qu'il est encore au stade expérimental, mais je pense que d'ici quelques années, ça ira mieux. Parce que le système éducatif a changé, les objectifs ont changé, on parle d'ouverture sur le monde, on parle de beaucoup de choses. Seulement, il est encore au stade expérimental. Hein. C'est-à-dire que la langue française, c'est toujours la deuxième langue. Il y a une prise de conscience chez les parents et donc ils savent que les études universitaires se font en français, donc ils encouragent l'enseignement des langues, ils encouragent leurs enfants. Par rapport aux autres salaires des autres cadres de la nation, les salaires des enseignants sont quand même assez bas. Par rapport aux efforts qu'ils fournissent et aux études qu'ils font. Quel est le salaire en général mensuel d'un enseignant? 20 000 dinars par mois, le salaire moyen. 20 000 dinars. Ouais. 200 €. Oui. 200 €. Merci. Après un certain nombre d'années d'expérience, qui peut atteindre les 20 000 dinars. Est-ce que pour vous c'est important la religion? C'est très important. C'est notre vie. Notre religion, elle est... Nous, qu'est-ce qu'on connaisse de notre religion? On connaît que notre religion, elle nous dit de faire des bonnes choses, d'aider les gens, d'être bien, d'être poli, être gentil. Il n'y a pas de choses négatives. Toujours il y a de positif. C'est ça la religion islamiste. On fait des bêtises, mais ce ne sont pas des grandes bêtises. Là. Des petites bêtises, ça, on va se récupérer après. Il y a un jour qu'on va être tous, comme tu vois là, tous entre nous, on va être des... Net avec Dieu. Net avec Dieu. Avec la barbe, le ramis. Avec la barbe. C'est vrai ce que tu dis, c'est ça, parce que c'est la réalité. On va être jugé. C'est ça, parce que la fin, c'est avec lui. Un jeune avec 18 ans, 20 ans, avec la barbe, c'est mal vu. c'est pas mal vu, mais elle n'est pas...
C'est pas très sympa. Ce qui veut dire pour les filles, c'est pas bien. Voilà. Et c'est pas l'essentiel là-bas, ouais. L'essentiel, c'est là-dedans. Moi, j'ai ma soeur, mes soeurs, mes 3 soeurs, elles font la prière, elles sortent pas de la maison. Moi, des fois, je lui dis de faire le hijab. Elle me dit, moi, je ne fais pas le hijab. Parce que toi, tu me le dis. Je le fais quand moi, je crois en lui. Par conviction. Pour être un bon musulman, il faut le hijab. Ça, c'est ton opinion. Non, c'est pas notre opinion. C'est Dieu qui dit ça. Ni Abbas, ni Qaddour, ni Mustafa. C'est notre Dieu. Il faut que tu mets ça, il faut que tu mets ça. Tu veux la paradis, il faut que tu... Si on suit l'islam, on arrive à des bons résultats. Vous savez que moi je travaille dans un collège, je suis enseignante dans un collège. Pendant des années, c'était très difficile. Tout partait des écoles. C'était pas les professeurs de lettres qui manipulaient les enfants. C'était des professeurs de sciences, de mathématiques et de physique. Parce qu'ils expliquaient les faits, par exemple, qu'on retrouve dans le Coran, scientifiquement. Alors les enfants, quand on leur explique par A plus B que ce qui est dit dans le Coran, scientifiquement il existe, il ne peut pas dire non, c'est logique. Pour lui c'est logique, voilà. Tous ces enseignants qui expliquaient, qui justifiaient scientifiquement ce qui était dans le Coran, professeurs de mathématiques ou de sciences, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont toujours professeurs. Ils sont toujours là. Ben oui, ils sont toujours là. Et est-ce qu'ils enseignent toujours de la même façon? Non, depuis quelques années, non. Parce que le règlement intérieur, les chefs d'établissement, quand même, sont beaucoup plus rigoureux qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur. Maintenant, les chefs d'établissement n'ont pas peur de dire stop. Et même les parents, il y a 3 ou 4 collègues qui ont été assassinés parce qu'ils étaient enseignants de langue étrangère, parce qu'ils étaient contre ce qui se faisait dans les écoles. Et ben oui. Où, à Bab el Oued? 2 à Bab el Oued et 1 à El Biar et un autre à la Grande Poste, c'est-à-dire Alger centre. Moi-même, j'étais obligée en 1996 de quitter Bab el Oued, je ne vous le cache pas, parce que ça commençait à chauffer. On est contre la violence, on n'est pas extrémiste, mais on est pour la liberté des consciences, c'est-à-dire qu'ils soient musulmans, ça ne nous dérange pas, à condition qu'ils nous interdisent pas d'être ce qu'on veut. C'est lors de la prière et c'est le prêche qu'on entend. C'est le prêche, c'est le premier prêche qui me parle sur le civisme, sur le comportement des gens vis-à-vis de leur prochain. Soyez généreux, soyez bons, soyez propres, soyez, ne blasphémez pas, ne dénigrez pas les gens. C'est l'islam de la tolérance. Voilà, c'est le premier prêche. Le deuxième prêche, il va y avoir un deuxième prêche, il va parler sur le hadith, sur la tradition du prophète. Il va évoquer, énumérer des histoires qu'a vécu le prophète et qui sont toujours d'actualité. Ça, c'est la version officielle de l'État. Ce que vous entendez là, c'est l'État qui donne le prêche du dimanche, du vendredi. C'est l'État qui donne les mots-clés. Voilà, aujourd'hui vous devez parler cette semaine, on parle de ça, on parle de ça. On parle de la compa, on parle par exemple, comme c'est la semaine de l'enfance, il faut parler de l'enfance, il faut parler. Et puis l'imam fait sa petite traduction, sa petite analyse, son petit texte, et puis voilà, c'est comme ça. Avant, depuis l'époque du Fils, c'était pas ça, c'était des prêches virulents, anti-gouvernement, anti-démocratique et tout. Et puis l'État a resserré les vis. Et maintenant, c'est des prêches, les imams sont payés par l'État. Il n'y a plus d'imams indépendants. Le terrorisme n'est pas mort en Algérie. Il n'est pas tout à fait mort. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de la politique de l'amnistie? On ne peut pas pardonner quelqu'un qui a fait du mal. Quand on égorge des enfants, quand on égorge des femmes enceintes, quand on tue des vieillards, quand on tue des criminels abominables. Parce que l'Algérie, c'est pas Alger. Je ne parle pas d'Alger, mais c'est une grande ville. Allez-y par exemple, Bentalha, par exemple. Vous avez été à Bentalha? C'est un petit village, tout le monde se connaît. Vous imaginez demain l'amnistie, des terroristes notoires se retrouvent libres du jour au lendemain devant des familles qui ont été décimées.
l'amnistie générale, elle peut engendrer une guerre civile. Quelle solution vous voyez? Parce qu'il faut bien aussi sortir de cette situation. Il faut d'abord un aspect psychologique. Il faut d'abord changer la mentalité des gens. Faire comparaître ces activistes, reconnaître leurs torts, demander pardon à la société. Parce que ces gens-là se comportent toujours en victime. Il faut que ces gens-là reconnaissent leurs torts. Des débats à la télévision, comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous imaginez des tortionnaires qui ont tué, qui reconnaissent publiquement d'avoir fait des choses et demandent pardon à la société. Ça peut aider, mais ces gens-là se comportent toujours en victime. Ils vous narguent, attention. Quand ils vous dans la rue, ils vous narguent. Mais les gens, vous savez ce que disent des jeunes actuellement, ce qu'ils disent? Ils disent, ah, si je savais que ce serait comme ça, j'aurais été aussi un terroriste. Mon propre fils me l'a dit. Il m'a dit, si je savais la tournure qu'aurait pris les événements, Bouteflika va nous libérer, j'aurais été un terroriste, je me serais enrichi. Mais je vous assure, c'est comme ça que... Posez la question des jeunes, c'est ce qu'ils vont vous répondre. Parce qu'ils voient de leurs yeux, un terroriste, activiste, condamné par l'État, se retrouve libéré du jour au lendemain. Du jour au lendemain, se trouve propriétaire de commerce. Et le problème, c'est qu'ils activent toujours dans le domaine islamiste. Ça vous rend malade, ça. Le problème est là. On n'a pas la prétention de changer le monde, mais dans le quartier. On parle de Bab el-Oued. Bab el-Oued, vous avez remarqué que la concorde civile, ou si on peut appeler ça la réconciliation, on a commencé le travail depuis 3 ans. C'est simple, c'est d'aller vers les gens. D'aller vers les gens, d'aller vers les islamistes. Les islamistes, et de leur dire, voilà, ça suffit, vous avez trop fait, vous devrez vous impliquer pour la paix. Aller vers le pardon, ils ne savent pas comment y aller. En Afrique du Sud, c'était les Blancs qui sont venus d'ailleurs pour coloniser l'Afrique du Sud. Nous, c'est des Algériens entre eux. C'est entre des frères, dans la même famille. Ça a été une catastrophe, on ne s'attendait pas. Ça a été c'était mal parti pour nous, pour le peuple. Il y avait une guerre contre le peuple, il faut le dire. Maintenant, c'est à la partie adverse d'accepter ce qui s'est passé, de se regarder les yeux dans les yeux comme des adultes. Si on veut parler de l'Algérie en tant qu'État, nation et peuple, si on veut parler de l'avenir de l'Algérie en tant que projet de société, on veut faire quoi pour l'Algérie, pour les enfants? Vous avez rencontré les enfants, ils viennent dans l'association, à l'extérieur, ils aspirent à la paix. Si tu prends, à un certain moment, c'est tout le monde qui voulait éradiquer tout le monde. Est-ce qu'on peut accorder le pardon sans que ceux à qui on accorde le pardon disent « je vous demande pardon » On n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre. Il faut aller vers le pardon, voilà, sincèrement, je vous le dis. Maintenant, c'est responsable au niveau de l'État d'écouter le peuple. C'est responsable au niveau de l'État. Il ne faut pas que ça soit, même l'amnistie, il ne faut pas que ça soit un fonds de commerce. Le grand pardon pour nos amis français. Le grand pardon, voilà.